On va pouvoir commencer puisqu'on a une journée qui se veut spéciale. Alors tout d'abord, merci aux partenaires Microsoft Nuance de nous avoir permis d'organiser dans cette enceinte du Stade Vélodrome. C'est une journée placée sous le signe de l'échange et partage. Groupe, en tout cas Swissinov, la délégation portée par Pascal Letterman et celle du CATEL, vont vous partager les enseignements de ce qu'on a vu, observé aux États-Unis. Et c'est pour nous important que ces informations puissent être partagées et puis discutées. Dans ce lieu exceptionnel, on a donc la chance d'avoir deux invités pour introduire. Alors tout d'abord, Ella Gariani, qui a pu se libérer pour nous partager aussi ce qu'elle attend et ce qu'elle place comme importance à prendre sur ces innovations qu'on peut voir aux États-Unis. Et puis, quand François Crémieux va arriver, on lui donnera la parole. Alors, et là, bien, comme sur les délégations, il y a des représentants DNS, que ce soit sur le IMSS ou le RSNA. Quelle est pour toi l'importance de regarder ce qui se fait aux États-Unis pour inspirer bien, la feuille de route? Est-ce que ça la conforte? Est-ce que ça fait des petits changements? Je te propose de nous partager un peu ce que tu retiens de tout cela. Merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors en gros, c'est vrai que je vais vous parler de IMSS, mais moi je n'étais pas à IMSS. Donc c'est ce que les équipes nous en racontent. Donc effectivement, on essaye de faire en sorte systématiquement que le ministère soit bien représenté dans le cadre de ces délégations sur des visites terrain à l'échelle internationale, parce que ça nous permet d'avoir quelques éléments de benchmark. On a assez naturellement un ancrage qui est très européen de notre manière de concevoir les politiques publiques dans le terme, en termes de développement du numérique en santé. On se compare beaucoup à nos homologues européens dans le cadre de l'Union européenne avec voilà, beaucoup d'instances de partage, d'échanges, de construction, parfois aussi de projets communs. Et en fait, on essaye d'élargir un petit peu aussi nos horizons, typiquement à l'occasion des voyages qui se font outre-Atlantique à IMSS et sur le sujet de la radiologie en plus spécifique à l'occasion du RSNA. Donc cette année, il y avait 2 personnes au sein de l'équipe qui sont allées visiter et la Cleveland Clinic qui a permis d'avoir un retour terrain sur une organisation des soins qui est naturellement très différente de la nôtre en France et de celle que l'on peut connaître, mais néanmoins avec des challenges, des questions qui sont communes. Moi, je vais vous partager juste 3 trucs que nous ont rapporté les équipes et je suis sûre que ça ira aussi en cohérence avec pas mal de ceux d'entre vous qui ont pu faire le voyage et qui ont pu voir les avancements outre-Atlantique. C'est que petit 1, en fait, on n'a pas vraiment à rougir, dans le sens où, en termes d'énergie, de débat, de sujet, on se retrouve quand même grandement dans ce qui se passe. Et quand on parle de l'expérience européenne ou française outre-Atlantique, en fait, on sent vraiment de la part de nos collègues, on va dire américains, un intérêt poussé pour les démarches autour du partage des données, des mécanismes de sécurisation et aussi des enjeux de régulation, où en fait cette question se pose beaucoup outre-Atlantique avec des lois qui historiquement empêchent notamment d'avoir une identité nationale comme l'INS par exemple, qui constitue de fait des challenges techniques qu'on est obligé de contourner. Et ben grosso modo, il y a pas mal des retours sur ce volet-là strictement juridique autour de la régulation qui nous sont faits, où les gens du côté des États-Unis essayent de mieux comprendre comment est-ce qu'on s'outille en France et en Europe pour fonctionner. Toujours sur ce volet de la régulation, on a eu beaucoup de questions, notamment de nos homologues au niveau de l'État fédéral américain, sur l'avenir de EHDS. Vous savez, le projet de règlement européen là sur l'espace européen des données de santé, avec pas mal de questions sur les impacts que ça a aussi bien en termes de garantie technique, de sécurité, que en termes de possibilité de créer un écosystème en fait qui soit favorable à l'échange de données. Et donc, ce qu'on essaye de construire avec nos homologues européens, c'est cette dynamique-là à l'échelle du continent pour que justement, à l'échelle de la maille critique qu'on a collectivement au niveau européen, on arrive à constituer un vrai acteur de l'e-santé européen, dans le sens où on mettrait à disposition collectivement les mêmes règles d'accès aux données, les mêmes mécanismes de calcul des redevances, par exemple, pour faire de l'écosystème européen un vrai lieu aussi d'innovation et de développement en termes de
numérique en santé. Donc ça, c'est deuxième point. Sur la régulation, ils sont super attentifs à ce qu'on fait, notamment pour voir comment est-ce qu'ils peuvent s'en inspirer au niveau fédéral. Et peut-être troisième point, on s'est rendu compte qu'en termes d'investissement, notamment sur les enjeux cyber, bah, en fait, on est aussi sur les mêmes sujets, les mêmes questions que nos homologues outre-Atlantique. Là, ils venaient d'annoncer un plan d'investissement de 1,3 milliard de dollars sur la partie cyber dans les infrastructures techniques hospitalières. Ben, c'est vraiment, en tout cas en termes d'objets d'investissement et de sujets, les mêmes enjeux et les mêmes entre guillemets, investissements critiques qu'on est en train de mettre en œuvre au niveau national ici en France avec le programme CARE, dont on a du coup annoncé le lancement il y a de ça une dizaine de jours, et on a déjà plus de 600 établissements qui se sont portés candidats pour du coup voir eux aussi leur infrastructure de SI hospitalier se renforcer, se sécuriser grâce à cet investissement public. Donc voilà, rapidement, les échos en tout cas que nous, on a eu sur, entre guillemets, des enjeux de benchmark. Ensuite, bien sûr, il y a eu beaucoup et partout de discussions sur les enjeux d'intelligence artificielle. Encore ce matin, là, on était à côté avec les infirmiers libéraux et eux aussi se posent plein de questions autour de qu'est-ce que ça peut apporter à la pratique. Moi, ce que les équipes m'ont dit de ce qu'ils ont vu à IMSS, c'est grosse focale quand même sur des usages plutôt administratifs, amélioration du parcours administratif de la prise en charge, réduction de la charge un peu, pas médicale, hein, pas clinique du côté des professionnels, et encore sur le côté clinique, quelques usages qui pour le coup émergent petit à petit avec des enjeux quand même d'identification des modalités de passage à l'échelle, ce qui rappelle quand même beaucoup ce qu'on peut voir ici aussi en Europe sur ces questions d'intelligence artificielle appliquée à la santé. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Ella. Alors, on aura pas mal d'enseignements toute l'après-midi qui vont alimenter les différents volets. Prévention, on aura donc un sujet sur la responsabilité populationnelle, redonner du temps aux professionnels de santé. On va même en parler sur les logiques de burden et de prise, enfin de charge mentale pour les professionnels de santé. On a vu aussi des cas très concrets qu'on va partager sur les usages cliniques de l'IA et on va en parler notamment dans cette relation avec le patient. Merci beaucoup, Ella. François Crémieux, directeur général de la PHM, est avec nous aussi. Et comme je disais en introduction, c'est une session qui se veut d'échange et partage. Et je souhaitais commencer avec vous, connaître un peu quelle était l'importance que vous donniez à ce type de voyage d'études, puisque nous avons eu la chance d'avoir depuis 2 ans des représentants de votre établissement et que les retours qu'ils ont pu vous faire ont dû nourrir les réflexions que vous avez sur l'innovation et l'innovation étant un vrai levier d'attractivité. Alors, on verra si Philippe, tu as fait une bonne restitution. Mais allez-y, François. Non, mais, bonjour à toutes et à tous. Et oui, bien sûr que Philippe nourrit nos réflexions au quotidien et avec ce type de voyage notamment. Peut-être partir d'une réponse un peu plus générale avant d'en venir sur votre question précise. D'abord, à chaque fois que j'interviens devant ce type de parterre, je suis toujours un peu gêné parce que quand je me projette en arrière et que j'essaie de regarder ce qui a été fondamentalement changé dans nos CHU je suis rentré dans les CHU, dans les hôpitaux en 98, à la PHP plutôt en 2001, on est en 2024. Le bilan est assez modeste. Je vais être plus optimiste après, mais quand je regarde aujourd'hui dans le quotidien de la prise en charge des malades, le quotidien du fonctionnement et du travail des professionnels, le quotidien de notre fonctionnement administratif, technique, logistique, etc. des hôpitaux, et que j'essaie de regarder qu'est-ce qui dans tout ça a foncièrement évolué depuis 5, 10 ou 15 ans et qui serait lié directement à des retours qu'on pourrait avoir par exemple de IMSS, j'ai l'impression, mais c'est peut-être discutable, qu'à cette date, le bilan est modeste et que pourtant on n'a pas cessé depuis 15 ou 20 ans de se dire qu'on était à la veille de la révolution. Donc voilà, peut-être que c'est déjà arrivé à d'autres de penser qu'ils étaient à la veille de la révolution et d'attendre un peu, mais là quand même, on est à la veille d'une révolution qui soit est en cours et je ne la vois pas, ce qui n'est pas complètement impossible, je le dis sans ironie, soit va arriver et il faut qu'on continue à s'y préparer. Mais je trouve, première remarque, que le bilan est assez modeste. Ma deuxième remarque, même chose que j'ai un peu tendance à faire de manière récurrente, c'est que je suis marqué depuis plusieurs années, alors plutôt depuis 10 ans que depuis 20, à quel point quand on rencontre des gens de la tech, du digital, etc., il reste encore très souvent le défaut suivant qui est de venir avec une solution et de nous demander à nous si on n'aurait pas par hasard un problème qui fitterait.
avec la solution qu'ils ont trouvée. C'est-à-dire qu'on vient nous voir pour un cas d'usage en disant voilà, on a développé un truc, est-ce que ça pourrait pas correspondre à une des difficultés, des problèmes, des difficultés à résoudre. Et je deviens de moins en moins aimable parce que j'ai vraiment envie de répondre aux gens. Écoutez, vous ne voulez pas qu'on fasse juste le contraire. Vous m'interviewez, je vous donne je vous fais la liste de mes problèmes et puis éventuellement, vous voyez si ensuite vous pouvez réfléchir 2 minutes et trouver une solution. Mais je le dis là avec un peu d'humour, mais c'est là aussi une vraie frustration qui est le sentiment qu'on continue à avoir beaucoup de mal à connecter les deux mondes. Le monde de ceux qui prennent des malades en charge au quotidien et qui organisent les hôpitaux, et puis le monde de ceux qui ont une vraie compétence, une expérience, des outils nouveaux, etc., avec lesquels ils vont probablement effectivement, et je suis un peu pessimiste en ne prenant pas acte que ça commence à arriver, mais trouver des solutions. Et donc ça m'amène à cette quatrième remarque, qui je crois est une remarque encore plus vraie en France qu'ailleurs, mais elle est vraie partout. C'est à quel point la formation initiale de ceux qui travaillent à l'hôpital et de ceux qui travaillent dans la tech et dans le digital est tellement séparée sur des campus différents, dans des facs différents, dans des endroits différents, dans des grandes écoles pour les uns, dans des facs au sens université publique pour les autres, que ce sont des gens qui globalement se quittent à 18 ans une fois qu'ils ont le bac et se retrouvent entre 24 et 30 et plutôt à 30 ans, quand ils ont pour les uns fini leurs études de médecine et pour les autres fait à la fois leur PhD, leur école d'ingénieur ou que sais-je. Et donc, on a un vrai sujet d'articulation entre ces deux mondes-là qui probablement explique un peu mon pessimisme des points précédents, c'est qu'on a ensuite du mal à se retrouver. Ce qui m'amène de manière plus positive, et ça va faire le lien avec la fin d'intervention précédente, non pas à partir des solutions éventuelles, mais à vous dire ce que sont, mais il y en a moins que les doigts d'une main, les grands problèmes ou les grandes difficultés que je perçois du poste où je suis, qui est de diriger l'assistance publique. Et j'espère d'être encore là dans une dizaine d'années pour me retourner et voir le chemin parcouru entre 2021 ou 2022 et 2030 ou 2032. La première difficulté qu'on a, qui est devant nous, qui est vraie France entière et monde entier, c'est une question de ressources humaines. Dire ce qu'on veut, on reste aujourd'hui dans un mode d'organisation de la médecine qui reste foncièrement organisé autour de cerveau humain et d'intelligence très naturelle, et pour l'instant en tout cas peu autre. D'autre part, autour d'engagement humain, de temps, etc. Et donc notre défi majeur, c'est vrai au niveau France aujourd'hui, d'ailleurs un peu moins à Marseille qu'ailleurs, et c'est vrai au niveau monde, c'est que nous avons aujourd'hui, et ce sera pire dans 10 ans, un déficit. Et il y aura un déficit massif dans 10 ans de médecins par rapport au nombre de gens à soigner, compte tenu à la fois de l'équilibre qui est en train de se faire entre les continents, et entre notamment les pays pauvres et les pays riches, compte tenu du vieillissement et compte tenu de la chronicité des maladies. Tout ça, vous l'avez entendu 50 fois. Pour un directeur d'hôpital, la question très concrète, c'est dans les mois, dans les années, dans la décennie à venir, comment est-ce que l'on compense ça? Alors pour la PHM, je suis relativement optimiste. Il n'y aura plus de médecins d'une part, qu'il y en aura toujours qui voudront venir à la paix, parce que c'est Marseille, parce qu'il y a les calanques, parce qu'il fait beau, parce que c'est la paix. Et donc, on aura probablement piqué des médecins partout ailleurs. Mais le problème de la PHM, ce n'est pas simplement elle-même, c'est le département, c'est la région. Et quand ça commence à dysfonctionner ailleurs, ça dysfonctionne chez nous. Donc, on a un vrai enjeu ressources humaines. Donc, ça, c'est notre problème. Et la solution, on en discutait un peu ce matin avec les amis américains, c'est notamment qu'est-ce qu'on peut attendre de l'innovation pour nous permettre d'optimiser le temps médical disponible. Il est insuffisant aujourd'hui, ce sera pire demain. La deuxième chose, je ne vais pas être très long, c'est sur le temps disponible des paramédicaux. Ce sera pire que pour les médecins. On parle beaucoup en France de la question de la pénurie du temps médical. À l'échelle du monde, l'enjeu majeur, ce n'est pas la pénurie de temps médical, c'est la pénurie de temps paramédical, c'est du soin. Et donc, sur cette question-là, se posent de nouveau deux questions. C'est l'innovation stricto sensu pour que les paramédics puissent développer une plus grande efficience d'utilisation de leur temps de travail pour soigner, mais c'est probablement aussi de voir comment est-ce qu'on peut former plus de paramédics et donc utiliser plus de paramédicaux pour aller optimiser le temps médical utilisé. Et là, on voit qu'en France ou ailleurs, nos ophtalmos probablement continuent à consacrer entre un tiers et la moitié de leur temps à faire autre chose que ce qui relève stricto sensu de leurs compétences. Et ce qui est vrai des ophtalmos est vrai d'un certain nombre de chirurgiens, de radiologues, de biologistes, etc. Donc, ma deuxième jalon que je pose, c'est connu de tout le monde, mais c'est un enjeu majeur autour de la question de l'innovation sur le temps de travail des paramédicaux. Ma troisième remarque, et là c'est peut-être un effet de mode, j'en sais rien, et peut-être un effet marseillais d'autre part, mais on a un enjeu par rapport à la question à la fois santé environnementale et climat. Alors je dis il y a un peu effet de mode, parce que peut-être qu'il y a 5 ans on en parlait moins, il y a un enjeu marseillais, on a une sensibilité par rapport à la proximité de la Méditerranée qui est réelle, mais je pense qu'on a un vrai défi devant nous, à l'échelle encore une fois du pays, de l'Europe ou du monde, qui est comment est-ce qu'on va réussir à traiter les défis qui sont devant nous par rapport à ces questions de changement majeur
sur le plan climatique et écologique. Très concrètement pour l'AP aujourd'hui, on n'est pas en train, on est à la veille d'un grand plan de modernisation avec des bâtiments qu'on va construire, dans lesquels on va mettre des équipements. On ne les réfléchit pas, on ne met pas les mêmes contraintes aujourd'hui sur ceux qui répondent à nos appels d'offres que ce qu'on aurait fait il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'on met des contraintes de labels de développement durable, de labels et pas simplement sur les questions d'énergie, aussi sur des questions d'organisation, de fonctionnement interne, de matériaux biosourcés, etc. Je pense que là, il y a aussi un défi, alors qui n'est qu'à cheval entre le monde de la santé et d'autres mondes, notamment celui de la construction ou celui de la tech, mais qui est majeur. Et puis mon dernier point, et vraiment je m'en arrête là, c'est sur une question de cinétique et de vitesse. Il y a un paradoxe un peu dans mon propos. J'ai introduit en disant que je trouvais que ça évoluait finalement extrêmement lentement et que quand je me retournais sur 10 ans, je ne voyais pas d'effet majeur. Bon, et j'exagère un peu, mais quand même. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on se transforme beaucoup plus rapidement que ce qu'on est en train de faire. D'où le paradoxe de mon discours, mais une discussion qu'on avait ce matin avec les collègues de Chicago autour du machine learning et de l'algorithmie en imagerie ou d'intelligence artificielle, je ne sais pas comment on dit. On a l'impression que là, on va avoir besoin d'être capable, dès que les innovations vont vraiment être disponibles, de les implémenter très rapidement. Parce que comme ensuite on a un vieillissement, une obsolescence des innovations qui va très vite, si on ne les implémente pas hyper rapidement, on passe d'innovation en innovation sans finalement avoir eu le temps de les mettre en place et donc sans avoir eu le temps d'intégrer l'implication des innovations sur les organisations de travail, sur les formations, sur le fonctionnement des métiers, etc. Voilà, en guise d'introduction à des débats que vous aurez cet après-midi. Et donc, pour répondre à la question, s'il n'y avait pas IMSS et s'il n'y avait pas ce type d'échange, probablement qu'on aurait moins d'occasions de partager nos difficultés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Effectivement, vous avez relevé plusieurs points sur les écosystèmes tels qu'on peut les observer aux États-Unis, où ils savent mélanger l'expertise clinique et l'expertise technologique, sur ce besoin d'accélérer la transformation, mais une transformation qui se veut, enfin, en termes d'innovation, organisationnelle, autant organisationnelle que technologique. Elle n'est pas que techno. Et puis, effectivement, c'est le défi majeur aussi qu'ils rencontrent, c'est la charge mentale qu'ont les professionnels de santé et les difficultés qu'ils ont aussi d'avoir des ressources médicales et paramédicales sous tension. Donc, on va avoir l'occasion d'en parler. Merci beaucoup, François.